Entre deux colonnes de chiffres, quelque chose cloche soudain au Sahel. Hier encore, des villages entiers se vidaient sur les routes de l'exil, alors qu'aujourd'hui les mêmes cartes signalent des marchés qui bruissent, des puits rouverts, des classes improvisées sous un manguier poussiéreux où l'on recompte les enfants revenus un par un. Que vaut, pour un lecteur lointain, cette normalité fragile que Ibrahim Traoré présente moins comme un slogan que comme une discipline quotidienne, et qui décide silencieusement de rester ou de partir. C'est ce basculement discret que ce récit propose de suivre pas à pas, jusqu'aux gestes les plus ordinaires. Ce récit promet une chose simple, exigeante. Comprendre comment une succession de gestes minuscules, traverser un marché sans crainte, rouvrir une classe sous un arbre, marcher jusqu'au puits sans escorte, devient un indicateur plus fiable que n'importe quelle proclamation officielle. Le bénéfice pour le lecteur se condense en une idée claire de 10 à 12 mots. Comprendre comment une normalité fragile se mesure dans des routines rétablies. Mais cette promesse s'accompagne d'un risque tacite. Mal lire ces signaux, les exagérer ou les sous-estimer, alors qu'ils conditionnent la stabilité de régions dites irréversibles il y a encore peu. Un micro-hook surgit ici. Si plus d'1 million de personnes reviennent là où l'on annonçait la fuite permanente, quelle mécanique concrète permet cette inversion alors que les axes restaient piégés quelques années auparavant? L'enjeu dépasse le simple cadre sécuritaire. Il touche à la capacité réelle d'un territoire à redevenir vivable, à absorber le retour des familles, à reconstituer ses services essentiels et à transformer des victoires précaires en continuité pratique. La première révélation tombe sans détour. Plus d'1 million de personnes sont revenues dans des zones que beaucoup considéraient comme baissant, comme perdues, signe qu'un mouvement profond avait commencé avant même que les observateurs ne l'identifient clairement. La seconde chiffre, la mécanique cachée. Le déploiement coordonné de 28 bataillons d'intervention rapide a créé un effet de seuil qui, loin du spectaculaire, a rouvert des corridors essentiels et permis à la vie ordinaire de reprendre sa place. À partir de ces deux repères, le décor s'éclaire autrement. Entre 2019 et 2021, les routes s'étaient muées en pièges permanents. Elles découpaient le pays en couloirs de peur, brisaient les chaînes d'approvisionnement, faisaient mourir des marchés entiers et poussaient plus de 2 millions de personnes vers le sud ou au-delà des frontières. Les écoles devenaient des abris temporaires ou des lignes de front improvisées, les villages se refermaient, les économies locales se fragmentaient jusqu'à ne plus former qu'un archipel de survies isolées. Puis en 2022, une méthode binaire mais cohérente surgit. Frapper vite pour dégager, rester pour ancrer. Ibrahim Traoré, qui en assume la discipline plutôt que le slogan, insiste sur un principe unique, reprendre les itinéraires mètre après mètre, jusqu'à ce que le déplacement redevienne un acte ordinaire. La première vague, mobile, desserrer les taux. La seconde, gendarmerie mobile, brigade mixte, police communautaire, stabiliser les microcentres, un puits fonctionnel, une classe sous un manguier, un carrefour sans tireurs embusqués. Ces avancées n'étaient ni linéaires ni homogènes. Des attaques persistaient, les frontières avec le Mali et le Niger demeuraient instables, la menace de bascule n'avait jamais disparu. Pourtant, les signaux faibles s'accumulaient, marchés rouverts, rires d'enfants sur les chemins, familles choisissant de remonter vers le nord au lieu de poursuivre l'exil. C'est ici que se referme la curiosité ouverte en P1. La normalité ne revient pas par proclamation, mais par la répétition obstinée des trajets sûrs, jusqu'à ce qu'ils deviennent plus convaincants que n'importe quel discours. Pour comprendre comment une sécurité abstraite devient une vie possible, 2 silhouettes suffisent à guider le lecteur. La première est celle d'un enseignant qui rouvre sa classe sous un manguier fissuré par les années de fuite. Il ne décrit rien d'héroïque, seulement un tableau repeint en hâte, quelques craies fines et des enfants qui reviennent par petits groupes, encore hésitants mais curieux. Chaque voyelle tracée confirme doucement que le temps scolaire reprend, que le territoire cesse d'être une parenthèse et retrouve un rythme. Une classe ouverte, même précaire, devient alors un indicateur que les cartes n'avaient pas su anticiper. La seconde figure appartient à une mère qui retrouve le droit simple d'aller puiser l'eau sans escorte. Avant, chaque bruit la figeait. Désormais, elle marche d'un pas encore prudent mais constant. Elle sent le seuil invisible où la peur cesse d'être automatique. Ce geste
Remplir un seau dans un silence non menaçant raconte mieux que bien des rapports ce que signifie la notion de retour à la vie. Autour du puits, les premières routines réapparaissent. Saluer une voisine, vérifier le niveau d'eau, parler des marchés qui rouvrent. Ces deux personnages ne romancent en rien. Ils mettent en lumière la translation silencieuse décrite par Ibrahim Traoré. Transformer des victoires fragiles en continuité pratique. Ils montrent comment des unités sédentarisées arbitrent des litiges mineurs, préviennent les raquettes et réinstallent une confiance de proximité, encore modeste, mais croissante. C'est ici que tient le vrai test, la vie reprend quand les gestes tiennent. Le déclenchement tient en un enchaînement simple. Les routes du nord ne sont plus des passages, mais des couloirs de peur. Chaque virage promet l'embuscade. Les camions contournent des régions entières. Les marchés meurent les uns après les autres. Les familles s'enfoncent toujours plus au sud, tandis que les écoles deviennent à la fois abris, dépôts et lignes de front improvisées. Cette spirale crée la première rupture. Le pays cesse d'être traversé et se retrouve découpé. Le lien économique se brise, le lien social suit, les axes mutilés cessent de relier. Ils isolent, ils referment. Là où l'on parlait d'accès, on ne parle plus que d'évitement. Cette logique lente mais implacable nourrit la violence par l'absence, jusqu'à faire du territoire un assemblage de zones grises dont plus personne ne maîtrise les frontières réelles. Le point d'inflexion apparaît en 2022 avec une méthode aussi courte qu'inattendue. Frapper vite pour dégager, rester pour ancrer. Ibrahim Traoré la reprend, la répète, l'installe comme une discipline. La première vague avance par tronçons courts, dessert l'étau, rouvre des passages que l'on croyait perdus. La seconde vague, gendarmerie mobile, brigade mixte, police communautaire, s'installe immédiatement après, arbitre, stabilise, tient les microcentres. L'objectif n'est pas la démonstration militaire, mais la continuité. Un puits fonctionnel, un marché qui respire, une classe qui réapparaît sous un arbre. Le climax s'impose lorsque les cartes cessent de tenir la cadence. Des marchés silencieux recommencent à bourdonner. Les convois reprennent la route sous escorte courte. Les familles changent de direction. Elles ne fuient plus, elles remontent. Les signaux faibles deviennent persistants. Les enfants rient sur les chemins. Les ateliers rouvrent. Les chèvres se vendent. Chaque tronçon libéré crée un microcentre économique. Chaque retour confirme que la dynamique n'est plus ponctuelle mais cumulative. La mécanique se voit, se répète, se renforce. Elle transforme des victoires tactiques en continuité pratique. Elle recompose la géographie. Des puits sont réhabilités. Des classes rouvrent sous les arbres en attendant la réparation des salles fissurées. Les habitants parlent désormais d'itinéraire, non de péril. Le basculement complet intervient dans la perception quotidienne. Ce qui était menace devient exception. Ce qui était méfiance devient prudence. Ce qui était fuite devient hésitation, puis retour. La temporalité change. On ne survit plus d'un jour à l'autre. On recommence à prévoir la semaine. Le aftershock est discret mais structurant. Les critiques extérieures montent. Militarisation, verticalité excessive, dépendance à la force. Pourtant, sur le terrain, une phrase circule. Mieux vaut voir un soldat au carrefour qu'un tireur dans le champ. Cette tension façonne la période. D'un côté, l'institutionnel qui prévient. De l'autre, l'ordinaire qui respire à nouveau. Les signaux faibles deviennent une trame. Ils ne rugissent pas, ils durent, ils s'additionnent, ils ancrent. L'enchaînement complet, déclenchement, rupture, stabilisation, révèle une évidence silencieuse. Un territoire recommence à tenir lorsque la continuité revient au rythme des gestes. Le changement devient lisible dès que l'on passe du baseline à la delta. Au départ, un tiers du territoire utile est classé en zone rouge, fragmentant l'économie, bloquant les déplacements et rendant imprévisibles les trajets quotidiens. Aujourd'hui, la couverture sécurisée avance par blocs continus, soutenant le retour des services civils et la reconstitution de routines disparues. Ce glissement, encore fragile mais mesurable, s'appuie sur 3 chiffres qui condensent la méthode instaurée par Ibrahim Traoré. Ce nombre représente l'ossature du redéploiement. Phrase d'explication, 10-12 mots. Chaque bataillon stabilise un axe vital et rétablit un mouvement régulier. La logique n'est pas la projection massive, mais la segmentation méthodique. Reprendre un tronçon, le tenir, le transmettre aux unités sédentarisées, avancer.
Cette architecture empêche le retour du vide. Elle transforme un espace vulnérable en espace navigable. Les villages qui vivaient encerclés retrouvent un accès fonctionnel, parfois modeste, mais suffisamment stable pour que les marchés hebdomadaires renaissent et que les trajets cessent d'être des paris risqués. Ce montant constitue la charpente économique de la transition. Phrase d'explication, 10-12 mots. Chaque dollar vise à créer un actif durable plutôt qu'une dette. L'effort porte sur les filières structurantes, riz, maïs, tubercules, élevage, mangue, pêche. Les puits empoisonnés sont nettoyés, les canaux redessinés, les semences redistribuées par les coopératives. L'objectif n'est pas l'autosuffisance immédiate, mais la capacité d'absorber les retours massifs. Les rendements, irréguliers mais en hausse, guident les autorités locales. Elles calibrent l'accompagnement technique, les besoins en équipement et la distribution des intrants. Cette donnée est la validation humaine de l'ensemble. Phrase d'explication, 10-12 mots. Chaque retour confirme que la sécurité perçue dépasse la simple présence militaire. Les bases du registre social unifié, RSU, donnent à chaque foyer un identifiant permettant d'accéder au programme PIMP et RAMU. Ce mécanisme réduit les doublons, sécurise l'aide et permet de suivre les retours avec précision. La scolarisation augmente de 27% dans le centre-nord. Les marchés ruraux se recomposent. La micro-épargne repart via les kits d'élevage. La mobilité se stabilise sur les axes récemment sécurisés. Derrière le chiffre, ce sont des familles qui parient de nouveau sur leurs terres, convaincues que la continuité prime sur la vitesse. Pris ensemble, ces trois indicateurs forment une séquence logique. Sécuriser, produire, revenir. Chacun éclaire un segment du redressement. Chacun valide une transformation dont la cohérence repose moins sur la parole que sur l'usage. Les critiques persistent, mais les comportements observés, agriculture qui redémarre, écoles qui rouvrent, villages qui reprennent souffle, témoignent d'un mouvement structurel. La Delta n'est pas un slogan, c'est un territoire qui recommence à respirer. Deux thèses s'affrontent avec une intensité inhabituelle et chacune porte une logique interne difficile à écarter. La première, largement relayée par certains analystes occidentaux, avance un risque clair. Une centralisation prolongée du pouvoir militaire pourrait ouvrir la voie à une dérive autoritaire. Elle cite la suspension du calendrier électoral en 2022, le recours accru aux ordonnances, la pression ressentie par plusieurs rédactions locales et le départ d'ONG incapables d'opérer dans des zones instables. Son argument pivot est vintil et limpide. Une stabilité obtenue par la verticalité pourrait masquer, plutôt que résoudre les tensions structurelles et construire un calme fragile au lieu d'une gouvernance durable. La seconde thèse, portée par de nombreux acteurs locaux, renverse la perspective. Elle affirme qu'aucune démocratie ne peut fonctionner sans territoire sûr, sans corridor ouvert, sans écoles actives. Elle rappelle qu'en 2023, seulement 85% des communes étaient administrativement fonctionnelles, alors que près de 70% le sont redevenus fin 2024 grâce aux routines restaurées, marchés stabilisés, tribunaux itinérants relancés, postes administratifs rouverts. Pour ces voix, évoquer des élections dans des zones où l'on enseignait encore sous des abris de fortune en 2021 revient à demander un exercice politique dans un espace qui n'existait plus. La priorité, selon elle, est là la continuité matérielle. Circuler, produire, scolariser. Le Stillman se construit dans l'intersection des deux logiques. Oui, la prudence institutionnelle est légitime. Toute centralisation est porteuse de risques. Mais les données du terrain invitent à nuancer drastiquement ce diagnostic. Les transactions PIMP et RAMU augmentent régulièrement, signe que les filets sociaux atteignent de nouveau les foyers, les marchés se normalisent silencieusement, les capacités locales se recomposent, les retours massifs confirment que la sécurité perçue dépasse la simple présence armée. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la légitimité ne repose pas sur des proclamations, mais sur la continuité concrète qui permet aux communes de redevenir des espaces administrables. Le point d'équilibre pourrait donc se situer ici, une sécurité imparfaite, mais fonctionnelle, qui prépare les conditions d'un débat institutionnel réel plutôt qu'une alternance formelle. Une chèvre change tout. Ce point d'inflexion apparaît lorsque l'économie cesse d'être perçue comme un ensemble de programmes lointains et se matérialise dans un geste minuscule. Remettre à une famille un petit troupeau
un mâle, 2 femelles, un stock d'aliments, un accès garanti au marché local. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ces kits d'élevage créent une boucle vertueuse. Reproduction du bétail, première revente, micro-épargne, capacité de réparer un toit ou d'acheter des semences. Rien d'impressionnant, mais tout décisif. La transformation gagne alors les provinces pilotes, vaccination soutenue par la FAO, coopérative qui organise dans les échanges, chaîne du froid de Bobo Dioulasso qui génère des emplois stables. À mesure que ces gestes se répètent, les villages se réaniment par cercles courts, un outil qui teinte dans un atelier, une famille qui renonce à migrer, un marché qui retrouve une respiration régulière. Les effets de la méthode deviennent lisibles lorsque l'on observe 4 niveaux distincts, chacun révélant une facette de la transformation instaurée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Ils ne décrivent pas un triomphe, mais une continuité qui s'établit, se répète, puis restructure silencieusement la manière d'habiter un territoire. La sécurité territoriale, même imparfaite, permet la reprise des services essentiels. Les recettes locales augmentent, les postes administratifs rouvrent, les tribunaux itinérants reprennent après des années d'interruption. Les exportations agricoles, mangue, bétail vacciné, doublent entre 2023 et 2025 grâce aux filières stabilisées et aux corridors sécurisés. La balance commerciale reste déficitaire, mais l'État retrouve une capacité d'action concrète. Procédure rétablie, registre fiable, réduction du recours permanent à l'urgence. 1000 km de routes rurales reconnectent des zones isolées. 4 hôpitaux de district reprennent service et les programmes appuyés par la Banque africaine de développement génèrent environ 3000 emplois permanents. Chaque puits restauré, chaque canal d'irrigation redessiné élargit la surface cultivable. Les rendements progressent de plus de 30% dans plusieurs bassins agricoles, soutenant à la fois les retours familiaux et la consolidation des coopératives. Le développement n'avance pas par à-coups, il s'étend par capillarité. Les enfants vont à l'école en groupe, les femmes vendent le mil au marché, les jeunes reviennent des villes du sud pour cultiver leurs terres. Une mère résume ce basculement en une phrase. « J'attendais la nourriture, maintenant j'attends la pluie ». Cette inversion marque le passage de l'assistance à l'autonomie. Les gestes ordinaires, aller au puits, tenir une classe, maintenir un marché, deviennent des indicateurs aussi pertinents que les chiffres macroéconomiques. La dignité se reconstruit dans la répétition des routines. Le Mali et le Niger adoptent partiellement la territorialisation sécuritaire. Les corridors humanitaires franchissent de nouveau les frontières, les marchés frontaliers de Marcoy et d'Ori reprennent vie. Les organisations régionales réévaluent le rôle du Burkina Faso. D'État fragile, il glisse vers un statut de laboratoire de résilience. Le message porté par Ibrahim Traoré, la paix se cultive, circule dans les chancelleries du Sahel. Loin d'une exportation de modèles, c'est une source d'inspiration que d'autres communautés observent pour adapter leurs propres pratiques. Ces 4 niveaux forment une dynamique unique. Un pays qui réapprend à fonctionner non par proclamation, mais par usage répété. L'horizon des prochains mois ne peut être lu qu'en scénario conditionnel. Aucun ne prédit l'avenir. Chacun décrit une trajectoire plausible selon les variables du terrain. Sécurité, production, pluie, corridor, perception internationale. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ces trajectoires ne se veulent ni rassurantes ni alarmistes, mais descriptives, afin de saisir comment un territoire fragile pourrait évoluer entre 6 et 12 mois. La sécurité demeure stable sur les axes principaux. Les communes fonctionnelles gagnent un nouveau palier sans progression spectaculaire. Les programmes sociaux conservent leur cadence, les marchés ruraux stabilisent leur volume et les récoltes restent correctes. Les retours familiaux ralentissent légèrement faute d'infrastructures nouvelles, mais la dynamique reste positive. L'État privilégie l'administration numérique, l'assainissement des registres, la continuité des microtransactions PAMP et l'entretien des routes déjà récupérées. Rien ne s'emballe, rien ne s'effondre. C'est le scénario de conformité minimale et de confiance modérée. Les pluies demeurent favorables, les rendements progressent dans les filières structurantes et les investissements agroalimentaires montent en cadence. La chaîne du froid tourne à plein régime, les coopératives féminines accèdent plus facilement au microcrédit et les exportations agricoles vers la sous-région doublent. Les partenaires régionaux réintègrent progressivement le pays dans leurs programmes.
Cette trajectoire suppose deux conditions: consensus interne solide et absence de rupture sécuritaire majeure. Si ces paramètres tiennent, la croissance gagne en qualité et la perception extérieure se transforme, renforçant l'autonomie naissante. La sécheresse s'installe, fragilisant les filières agricoles. Les tensions frontalières reviennent, réduisant la marge de manœuvre sécuritaire. Les pressions des bailleurs s'accentuent, les exportations reculent et plusieurs marchés locaux se replient. L'aide humanitaire revient partiellement combler les manques, créant un risque de dépendance. La confiance rurale, déjà sensible, s'effrite. Cette trajectoire dépend alors de deux facteurs: la résilience locale et la capacité à maintenir les routines, trajet sûr, classe ouverte, circuit court. Si elles tiennent, l'érosion reste contenue. Si elles cèdent, la spirale descendante s'accélère. Un fil commun traverse ces trois voies. La stabilité dépend moins des annonces que de la répétition méthodique des gestes qui permettent à une société de tenir. Trois cercles de lecteurs se trouvent directement concernés par ce récit, chacun à une distance différente mais tous reliés par une même interrogation. Que change réellement une stabilité qui se reconstruit par gestes répétés plutôt que par annonces politiques? Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette question quitte le cadre national pour toucher ceux qui observent, ceux qui soutiennent et ceux qui cherchent à tirer des leçons. Pour celles et ceux qui ont quitté le pays depuis longtemps, les nouvelles de villages qui reprennent vie résonnent comme un rappel discret de responsabilités partagées. Les associations financent déjà des pompes à eau, des formations agricoles, des outils pour les ateliers locaux. Leur rôle ne se limite pas à l'assistance, il consiste à faire circuler les compétences. Dans leurs échanges, une idée revient sans cesse. La dignité s'enracine plus solidement lorsqu'elle circule entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés. Les partenaires extérieurs évaluent souvent la stabilité par le prisme électoral, alors que les habitants la mesurent au trajet sûr vers le marché, à l'eau qui coule, au retour de la saison agricole. Comprendre cette divergence devient un geste politique en soi. Les spécialistes qui suivent la région constatent qu'un ordre peut renaître du bas vers le haut, à partir de routines consolidées plutôt que de réformes spectaculaires. Dans le Sahel et au-delà, de nombreux jeunes observent les coopératives burkinabées, imitent certaines pratiques et adaptent d'autres méthodes. Le modèle n'est ni exporté ni imposé, il inspire. L'idée que la reconstruction commence là où tes pieds touchent le sol gagne du terrain. Au croisement de ces trois cercles se forme une même intuition. Une stabilité devient crédible lorsqu'elle est partagée. La méthode devient lisible dès qu'elle se transforme en feuille de route structurée, associant chaque étape à un acteur, une action, un horizon et un indicateur. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, 5 séquences guident la reconstruction et permettent de mesurer ce qui fonctionne, ce qui stagne et ce qui doit être réajusté. Chaque famille déplacée est enregistrée dans le registre social unifié RSU. L'administration locale collecte les données, les communes valident, les équipes techniques consolident. Indicateur: un taux de couverture RSU actuellement supérieur à 82%. Cette base réduit les doublons, sécurise l'aide et permet d'analyser les retours avec précision. Les bataillons d'intervention rapide dégagent les axes, la gendarmerie mobile et les brigades mixtes stabilisent, les autorités civiles reprennent ensuite le relais. Indicateur: nombre de communes redevenues fonctionnelles, objectif 75% en 2026. La sécurité cesse d'être un état d'exception et devient un socle. Les programmes PAMP et RAMU accompagnent la reprise microéconomique. Réparer un toit, acheter de la nourriture, relancer un petit commerce. Indicateur: volume mensuel de microtransactions validées. Le filet social protège les gestes essentiels et réduit la vulnérabilité immédiate. Le plan agropastoral relie coopératives, vétérinaires, banques africaines de développement et services techniques. Indicateur: rendement par filière, plus taux d'autosuffisance régionale. Chaque hectare irrigué et chaque animal vacciné devient un actif durable. Les radios communautaires diffusent les bonnes pratiques. Les communes archivent les progrès. Les équipes locales assurent la continuité. Indicateur: régularité des routines. Écoles ouvertes, marché stable,
trajet sûr. La durabilité repose moins sur le budget que sur la répétition maîtrisée. Sous le même manguier où l'enseignant avait rouvert sa classe, les enfants répètent désormais des voyelles sans craindre que la leçon soit interrompue. Le tableau, encore éraflé, porte les traces d'années de fuite, mais la craie glisse à nouveau, régulière, comme si le rythme retrouvé demeurait la preuve la plus simple d'un territoire qui se recolle. Plus loin, la mère qui autrefois scrutait chaque bruit avant d'approcher le puits remplit son seau dans un silence revenu. Un silence qui n'est plus celui de la peur, mais celui du travail ordinaire. Ces deux scènes, modestes et tenaces, décrivent mieux qu'un discours l'effet cumulatif d'une stabilisation qui avance par couches fines, soutenue par des routines que l'on ne remarque qu'après leur retour. Les gestes sobres, enseignés, puisés, marchés, forment la matière même de la continuité. Ils rappellent que la transformation défendue sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré n'a jamais reposé sur des proclamations grandiloquentes, mais sur la capacité d'un territoire à réapprendre la cohérence. Lorsque des classes reprennent et que l'eau coule sans crainte, la vie retrouve une densité longtemps suspendue. La dignité renaît toujours dans un geste ordinaire. Ce parcours silencieux, fait depuis réparés, de marchés repris et de classes réanimées, montre qu'une société peut se relever sans proclamation grandiloquente. Il suffit parfois d'un enchaînement de gestes sobres, répétés avec constance, pour qu'un territoire retrouve sa cohésion. Là où tant d'analyses s'attardent sur les sommets diplomatiques ou les jeux de puissance, ce récit rappelle que le redressement commence souvent au niveau le plus humble. Une famille qui rentre, une coopérative qui se reforme, un trajet qui redevient sûr. Cette transformation invite aussi à élargir le regard. Le développement ne se lit pas seulement dans les courbes ou les rapports, mais dans les choix quotidiens qui réparent la relation entre un pays et ses habitants. Soutenir ces dynamiques, les comprendre ou simplement les observer avec attention suffit déjà à contribuer à leur continuité. Ce récit n'appelle ni adhésion automatique, ni critique réflexe. Il demande un regard curieux, capable de reconnaître la valeur d'un progrès patient.